je kiffe trop cet artiste. Ouais. Attends, Océane, tu bouges là? Ouais, je rentre, je suis crevée. L'idée m'est venue un matin, quand je me suis réveillée d'une soirée. Là, je me suis aperçue que j'avais dépensé beaucoup d'argent. Et je me suis dit qu'on pouvait peut-être se servir de cet argent pour aider les exilés. Et c'est à partir de là que le projet s'est lancé. J'adore ça. Non? Ah ouais, c'est pas le goût de la tête. Les 3 gens qui sont là? Au tout départ, j'ai contacté Alexandre Guin. Il était notamment à l'origine de l'ouverture de différents squats avec Jacques. Et aussi inséré dans des réseaux d'aide aux exilés. Sylvain, elle est où la lime araignée? Je crois beaucoup au premier ressenti que j'ai avec les gens. Et ça a été le cas avec Océane. Quand elle me présentait son projet, j'ai foncé dedans directement. J'ai même pas pris le temps de rentrer chez moi et d'y penser. J'ai directement contacté Eric Labbé, qui s'occupait du Zigzag à l'époque, pour lui dire viens on boucle une date, alors qu'on parlait du projet depuis 20 minutes. J'ai directement appelé Jacques pour lui dire viens on boucle des artistes. La première, en fait, on peut pratiquement dire qu'elle était organisée par les artistes. Ça veut dire que c'est Jacques qui appelait Flavien, tel artiste qui disait « Ah tiens, et puis si on ramenait Agar Agar aussi, ils sont cool ». On a rarement l'occasion d'avoir l'impression de participer au même projet et de faire un truc ensemble. On a choisi un nom pluriel pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans. On savait qu'on pouvait gagner 20 000 balles rapidement en faisant une fête. Et on trouvait ça intéressant de lutter contre un phénomène de misère terrible, triste, à travers l'instant le plus joyeux possible, à savoir une teuf énorme. Tous les artistes jouent bénévolement, il n'y a que les exilés qui sont sur liste. On donne tout à Paris d'Exil. C'est une association à laquelle j'appartenais et en qui j'ai une grande confiance. Océane, c'était une caution, quoi. C'était il y a Océane, c'est sûr que l'argent va être bien redistribué. Que si moi je m'en occupais, ça aurait été le mec il est un peu dingo, il va faire n'importe avec la thune. Elle avait tout ce qu'elle avait pas, c'était en fait les 3 numéros de téléphone et les 3 contacts qui font que ça marche en fait. Moi je sais poser un son de système et ramener 1000 personnes, mais en fait tout le reste du projet, c'est elle, quoi. Toute la communication qui est faite autour, la redistribution de l'argent, tous les choix qui sont faits par rapport à comment est-ce qu'on se place politiquement, enfin tout ça, ça vient d'elle. On est là pour sensibiliser, mais c'est pas du tout notre but premier. C'est vrai que notre première volonté, c'est de récolter des fonds pour éviter à Paris d'Exil de passer tout son temps à le faire. En fait, on essaie de cibler des lieux et des formats habituels pour le public. L'argent qu'on fait est attendu par l'association. On ne peut pas leur dire qu'on va tenter une date dans un lieu inconnu avec une programmation décalée. C'est à cette occasion-là que j'ai un peu rencontré Flavien Berger. J'ai sorti un synthé à un moment donné, il m'a branché sur sa table et avec Jacques et lui, on fait une sorte d'improvisation. Moi, je ramenais mes mélodies au MS-20.
Je me rappelle aussi de la scéno, c'était un grand miroir à 45 degrés. Ce qui était assez beau, c'est que du coup, on voyait toute l'installation des musiciens du dessus. Enfin, le public pouvait vraiment voir en fait à la fois les musiciens de devant, comme sur la scène. C'était dessus presque par derrière, en fait, une vision un peu God-Eye à la Sims. Donc il y avait cette espèce de double vision de la scène qui était assez chouette, qui est très rare en fait. On pourrait avoir un patronage de couches et après on peut assembler les couches. Mais il y a des doigts en muscle que tu peux acheter. Ah oui. Mais après, moi j'aime bien l'idée que les mains elles fassent la même taille qu'une tête par exemple. Ouais, Vraiment c'est des cool. mains. Bah, en plus, regarde. Peut-être si tu coupes. Comme on est tous bénévoles, les artistes sont bénévoles et on trouve des partenariats avec les salles pour aussi convaincre les gens de venir dans notre asso. C'était un moyen de s'exprimer qu'on soit scénariste, vidéaste, artiste, photographe, scénographe. C'est un moyen aussi de nous exprimer et d'essayer de trouver des astuces pour faire des projets cool, même des graphistes qui bossent, qui ont un job à côté, mais qui du coup peuvent peut-être se permettre plus de liberté avec les éveillés parce que c'est une page blanche et tout est possible. Je pense que la première c'était un bon exercice parce qu'on s'était vraiment démenés pour trouver des prestataires, des matériaux à des coûts très réduits, voire gratuits. Et on a réussi à faire au zigzag une scéno qui devait coûter je sais pas combien pour quasiment rien. On voulait faire un anti-enfoiré, tu vois. Parce que l'espèce de truc, on fait un truc associatif, on parle de la cause, bien pensance. Nous, c'est vrai qu'on est plus des pirates. Et à la base, ce qu'on se disait, c'est on fait la soirée, on prend la cagnotte et on la file de main en main à l'assaut. On parle à personne, on parle même pas de l'État, on veut pas que la mairie de Paris s'en mêle. Je suis pris dans cette espèce d'espace un peu paradoxal où je partage complètement ces valeurs qui sont très très importantes pour moi. Et je sais que c'est vers là que je me dirige dans ma vie d'une certaine manière, quelle que soit la forme que ça prenne. Et d'un autre côté, avec Agar Agar, on a fait le choix, parce que c'était un choix à un moment donné, de rencontrer ce que c'était qu'un label, même un label indé, et de voir ce que c'était que ce circuit-là de l'industrie musicale française. Qu'est-ce que ça va devenir, etc. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a permis de saisir les rouages de l'intérieur, ce qui est pas mal. On n'apprend pas à être intègre, juste et bon, je dirais, en participant à des événements caritatifs. Ça en fait partie, mais ça soigne pas, ça rend pas meilleur en soi. Ça aide à rendre meilleur, si tant est qu'on y croit. En fait, il suffit juste d'être là, je sais pas, d'aller boire un café avec eux, d'en parler. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué ma petite vie de petit bonhomme, j'ai fait ma musique, j'avais un peu rien à foutre en fait. Je passais devant, je me disais, ah, quelle tristesse. Ça, c'est ce qui arrive à 99% des gens. Et après, t'as les 1% qui vont boire un café avec eux, qui vont... Et oui, l'espoir, c'est que ces 1% deviennent les 99%, en fait. C'est-à-dire que chaque personne passe à côté de ces camps en disant « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'ils font là, ces gens ? On va les voir, c'est nos voisins, ils viennent de s'installer. Ah, vous arrivez de quel pays ? Ah bah tiens, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de logement. Bon, on va essayer de trouver une solution, mais... Oh, on voulait un café. Un truc hyper simple et serein d'échange, en fait, de communauté, de « Ah, tu viens d'arriver, t'es qui ?» Tu vois, comme quand tu t'arrives dans un festival et puis tu rencontres des gens, etc. Tu vois, ça devrait se passer comme ça dans l'idéal. Sauf que méfiance. Ah là là. Non, c'est des gens sales et dangereux. Cette mise à l'abri humanitaire, pour eux, ça a été uniquement des gaz lacrymogènes. C'est pour ça qu'ils sont ici, devant un lieu culturel, symbolique de l'ouverture au monde, pour solliciter notre protection. Ils ne demandent rien d'autre que d'être considérés comme des êtres humains, comme nous, ni plus, ni moins. L'idée c'était de créer un dialogue. Voilà ce qui se passe. Ces gens, comme ils n'ont pas où aller, ils campent dans la rue depuis déjà plusieurs semaines. Ils peuvent pas camper sous un abri ailleurs, je sais pas. Mais ils se font gazer toutes les nuits là par les On a des vidéos et des photos. On a tout ce qu'il vous faut. La nuit je dors, j'ai autre chose à foutre pour gazer des gens. Non, c'est pas vous, hein. Mais bon, Non, d'un seul nom en fait. Non, il faut bien qu'on soit Rationnellement,
Quand on s'approche du phénomène comme nous on le fait depuis 3 ans et demi, et qu'on s'intéresse aux chiffres, on s'intéresse à combien de personnes arrivent, etc. On s'intéresse aux études sur les mouvements migratoires, sur les impacts de ces migrations, sur les pays d'accueil, etc. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de crise. Les chiffres ne sont pas... Voilà. Ce qui a constitué la crise, c'est les images médiatiques, ces images de colonnes de gens, de campements, Enfin, il y a toutes sortes d'images, en fait, si on réfléchit bien. Hein, quand on voit une personne exilée, la plupart du temps, on voit un policier surarmé à côté. Donc, c'est immédiatement associé à l'image du danger, du combat, du conflit. On leur fait à manger, on leur apporte à manger, on les emmène à l'hôpital, on les emmène chez nos médecins. On les emmène chez nous. À l'origine de Paris d'Exil, c'est le fait d'avoir commencé à faire à manger, mais quand je l'ai fait, j'étais toute seule. Je l'ai fait individuellement, quoi. J'étais pas dans un groupe ni rien du tout. J'ai spontanément apporté un truc à manger sur ce qui n'était pas encore un campement place de la République. Puis le lendemain, je suis revenue, et puis on a été 2, on a été 3, on a été 10. On a décidé de créer un collectif. C'est pas parce que c'est pas de notre faute qu'on n'est pas responsable. La notion de responsabilité, la notion de faute, ça se retrouve pas. C'est pas parce que c'est pas de ma faute que je vais rien faire. Je vais dire vous crevez dans la rue, c'est moi, c'est pas de ma faute. Alors salut. Moi, je pense pas comme ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui marchent pas comme ça. Partout où il y a eu un groupe de personnes exilées qui est arrivé, soit que ça soit un campement ou que ça soit un centre d'hébergement ou même un centre de rétention, systématiquement, il y a eu des gens autour qui se sont organisés pour prendre contact, pour se rencontrer et pour faire des choses ensemble. Il y a des méchants, il y a des gentils qui sont exactement comme nous en fait. Il y a des cons, il y a des intelligents, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des honnêtes, il y a des malades. Mais nous, on les accueille pas parce qu'on les trouve gentils. On les accueille parce que c'est des personnes. Ouais. Non, c'est pas une négociation ça. Non, mais c'est la loi, il n'y a pas de négociation, c'est la loi. Mais quand la loi, elle laisse des gens de l'homme. Comment ? Si vous voulez attendez, je vais vous lire la loi moi. Moi je vais vous la lire, je suis d'accord avec vous, je suis complètement légaliste. Le code de l'action sociale. Moi je vais vous le lire. Article 345.2.2 du code de l'action sociale. Toute personne sans abri. Vous êtes sans abri ? Oui. En situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Ah bah vous rigolez. Alors là, la détresse médicale et psychique, alors un dispositif d'hébergement d'urgence. Voilà la loi. Est-ce que vous avez envie d'appliquer la loi, monsieur ? Ah mais il y en a beaucoup. On a un autre article. Ensuite, on en a un autre si vous voulez. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça vous parle ? Oui. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous êtes des hommes ? Voilà. C'est pas tolérable qu'on dise à des gens t'es un étranger et donc t'as pas les mêmes droits que moi. Nous, à Paris d'Exil, quand on s'est créé en association, notre but premier, c'était de militer pour la liberté de circulation et d'installation. Parce que on était entrés par le terrain, on était entrés en faisant à manger, en distribuant des habits, etc. Mais ces choses-là, on n'aurait jamais dû avoir à les faire. On le fait pour faire échec à la politique de non-accueil, c'est-à-dire que pour quand même accueillir les gens, bien que l'État mette en place de manière délibérée une politique de non-accueil, ne pas accueillir crée des problèmes. Déjà, ça coûte de l'argent parce qu'il faut payer beaucoup de policiers, beaucoup de centres de rétention, beaucoup d'expulsions, beaucoup de tribunaux, d'avocats, de juges, de machins, etc. Ça coûte de l'argent et ça fabrique aussi des problèmes qui seront extrêmement compliqués à résoudre une fois qu'ils seront devenus des gros problèmes. Cette rencontre avec une cause qui m'a permis de faire tout ce que je rêvais de faire depuis longtemps, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un tournant existentiel, quoi. C'est certain. Une fois qu'on a commencé à le faire et qu'on sait qu'il y a des gens qui comptent sur nous, on continue. Moi, ça m'a apporté quelque chose. Écoutez, personne ne pourra jamais démontrer ni ce que je dis, ni ce que je dis. C'est une question de croyance, c'est une question de choix politique. Nous, on croit qu'on peut les accueillir. Pourquoi ils sont venus alors qu'il n'y a pas de place ? Je suis parti de l'Afghanistan en février 2014. Parce que tout le monde le sait, il y avait la guerre en Afghanistan depuis des années. Et aussi, j'ai eu des problèmes perso avec le Taliban et avec le gouvernement afghanistan.
au niveau de mon travail et tout ça, ce que je faisais, et ça m'a créé des problèmes. Et j'étais obligé de quitter l'Afghanistan. Quand je suis arrivé, pour moi, c'était la France, ce qu'on a entendu parler à l'école, au niveau de liberté, d'égalité, de fraternité, aussi comment les gens ils vivent ici. Pour nous, c'est Paris, c'était la ville de lumière, la ville de l'amour. Et quand je suis arrivé, j'étais complètement déçu parce que c'était pas du tout la même chose. C'est vrai, c'est la ville de lumière et la ville de l'amour, mais pour les Français, pour les Parisiens, c'était pas pour les réfugiés. J'ai été à Port-de-la-Chapelle avec des amis dehors pendant 1 an et demi. Mais pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire ma demande d'asile à France. Et aussi, j'ai commencé à essayer de trouver les bibliothèques pour apprendre le français. Si tu parles pas français, t'es rien en fait. Quand on arrive ici, on dit voilà, on est abandonné par le gouvernement, on est abandonné, on n'a pas tout ça, on n'a pas un appartement. Mais quand on voit qu'il y a des personnes qui sont là, qui nous comprennent tout ce qu'on a vécu, même voilà, ça nous donne la force. Je donne des cours de français aux mineurs isolés à la bibliothèque de Couronne. C'est un point de rassemblement très important pour les jeunes. Ils ont une vision de la France, ils pensent que tout sera plus facile pour eux ici, qu'ils vont trouver du travail, fonder une famille facilement. Sauf que c'est la descente aux enfers pour certains. C'est en étant sur le terrain, en contact avec les gens, en parlant, en connaissant leurs histoires que mes conceptions politiques ont beaucoup changé. Alors, dépendant, indépendant, c'est bon. C'est vrai que mon rapport à la fête, c'est encore plus, on va dire, intensifié depuis que je suis dans l'association. C'est-à-dire que c'est un moment où on coupe tout, où on se défoule. Pour ceux d'entre nous qui sont, de par leur travail, aux prises avec des réalités difficiles, de notre société extrêmement inégalitaire, effectivement, la fête est un moyen de créer du vivre ensemble, de créer de l'ensemble et effectivement de décharger des choses qui peuvent être extrêmement difficiles qu'on a vécues pendant la journée. Que ça soit pour cette cause-là, ça m'a enlevé tout scrupule, j'étais heureux parce que je tiens à rester artiste en payant de ma personne sans devenir une vedette qui est payée par quelque chose. Nous, ce qu'on essaye de défendre dans la Tendre Émeute, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes qui ont fait partie des éveillés, c'est effectivement une forme de communion avec le public, une forme de respect et d'attention à chacun et en même temps une volonté de faire groupe. C'est par la subjugation qu'on peut convertir même le pire des salauds. S'ils voient vraiment que tu es prêt à donner ta vie pour qu'ils connaissent cette lumière, si tu lui fends le cœur, il y a un grand soleil derrière. Sans être forcément un artiste à message, j'ai l'impression qu'on peut avoir un désir de créer une forme qui donne à sentir, mais qui donne également à réfléchir. Le fait de donner de son temps, de donner de sa création, c'est presque la charpente de ce pourquoi on crée. Qui est déjà allé en hôpital psychiatrique? J'en vois quelques-uns. J'ai, pour ma part, en mai 2016, été emmené, attaché sur une civière, dans un château de 5 étages. De couloirs circulaires, de pyjamas bleus, de gobelets, de pilules et de psychiatres. C'est un endroit magnifique, fantastique. Il s'appelle Maison Blanche.
étouffé de sangles. Le plafond coule sur mon front. J'erre dans les couloirs circulaires. Je suis suivi, je crois. J'ai oublié les visages. J'ai oublié les voix de ceux qui se penchaient sur moi et me disaient: tranquille! Le plafond coule sur mon front et je ne suis pas seul. Enfin, la Gaîté Lyrique, c'était particulièrement, pour moi, que j'ai trouvé extraordinaire. Il y a plein d'artistes très différents. Je vois par exemple Bagarre, bon, ce sont des gens très investis aussi, je trouvais ça extraordinaire. السلام عليكم ومساء الخير. ربما يوجد هنا شخصا يمكنه أن يفهمني. ولهذا الشخص الذي يفهمني أريد أن أقول شيء بسيط. أهلا وسهلا. ربما تركت بلادك أو أسرتك أو حياتك. وعن هذا ما عندي كلمات. لكن يا أخي أقول مرحبا بك. وربما أنت من الشرق أو من الغرب، أنت من الشمال أو من الجنوب، أنت من العراق أو من الصومال، من مصر أو من تونس، من باريس أو من كردستان، من لندن أو من أفغانستان، من إريتريا أو من ليبيا أو من سوريا أو من هنا أو من هناك، أو من الأرض أو من البحر أو من الشمس أو من القمر. فأقول أنت أخي وأنت أختي. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. L'intérêt avec un groupe comme Les Éveillés, c'est de pouvoir amener une valeur ajoutée, un engagement qui se fait à un autre niveau, donc artistique par exemple, et du coup de continuer à récolter des fonds là où justement on n'arrive plus finalement à en récolter, ou moins avec des systèmes simplement de récolte de classique, quoi. C'est important dans nos sociétés de créer une certaine dynamique, de créer certains échanges. Enfin, il y a tellement de choses dans une fête, il y a tout. Il peut y avoir le meilleur et le pire. Je pense que c'est quand même aussi intéressant d'aller se confronter à soi-même, à l'extérieur, aller chercher de la vie, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui émergent, à différents niveaux, quoi, dans tout ce qui gravite autour de... C'est pour ça que je trouve que la fête, c'est très réducteur. Parce qu'il y a tout ce qui gravite autour. La musique, c'est toujours quelque chose où tu peux oublier tous les problèmes à côté quand il y a la musique. C'est la langue que tu ne peux pas comprendre, mais tu peux avoir tout avec. Tu peux plus percevoir les défauts des gens parce que la musique est trop forte, parce qu'il fait trop noir, parce que donc, tout le monde est pareil, quoi. On oublie les enjeux de pouvoir, on oublie les enjeux de domination, on met tout à plat, on repart à zéro et on fait tous absolument n'importe quoi, tout est permis. C'est pas du tout futile de faire la fête, surtout quand tu t'investis dans une cause aussi bouleversante.
Pour moi, c'est des moments presque d'extase. C'est comme si quelqu'un parlait à ma place, me permettait de m'exprimer. On sort différent d'un moment où on a pu vivre un corps collectif. On ne peut pas rester pareil. La plus grosse participation, c'est qu'on a créé une rêve de 50 heures ensemble pour la clôture du 824 heures. Notre bar éphémère qui était rue Oberkampf, qu'on avait ouvert avec Samuel Sapin, Anou Paris, les Niçois et bien sûr Camion Bazar. Une des plus longues fêtes qui a eu lieu à Paname. Voilà, je crois qu'il y a eu plus de 10 000 € qui ont été récoltés en 3 jours et 3 nuits de teuf. Je crois que c'est une fête mémorable dont on se rappellera pendant longtemps. La première fois où je suis arrivé dans le lieu, c'était pas un squat, c'était juste un lieu abandonné. Et je suis monté par la petite fenêtre là-bas, et j'ai découvert l'ampleur de l'amour. Et j'ai vu donc toute la salle dans laquelle je voulais jouer, et le premier truc c'est que je me suis imaginé, fond de la salle, bam, envoyer du gros son et tout, parce que l'idée c'est de faire un club. Finalement on s'est rendu compte qu'à 1,50 m du toit là-bas il y avait la fenêtre de la voisine, donc ça s'est transformé en galerie d'art. Et là on a changé d'avis quoi. Donc ça fait bien plaisir. Après m'être un peu éloigné du projet, j'ai quand même fait le concert solidaire de Jacques à l'Amour, à nouveau avec le collectif Les Éveillés, où là c'est moi qui organisais vraiment l'événement quoi. Mais j'ai oublié des squats depuis longtemps, j'ai toujours été dans un truc de communauté où tu vois, on partage l'assiette avec quelqu'un. Et quand tu prends des bâtiments désaffectés depuis longtemps et que tu fais chier personne et que tu fais de l'hébergement et que tu fais des beaux projets, c'est de la désobéissance mais qui a un sens, qui est juste en fait, qui est logique. Si on est obligé de le faire, c'est que le système il va mal en ce moment et que le système il est mal foutu. Parce que dans plein de pays du monde, un bâtiment vide pendant 10 ans, sans projet locatif dessus, c'est même pas possible en fait. Les gens sont taxés à mort et du coup ils sont obligés de faire des conventionnements d'occupation précaire et tout ça. Juste en France, c'est toujours pas le cas. Donc voilà, dans 20 ans, tu verras que le squat, la notion de squat n'existera plus. Là, ils sont déjà en train de prendre le dessus. Il y a déjà des associations et des structures qui attribuent des bâtiments désaffectés à des collectifs d'artistes et à des associations d'hébergement. C'est déjà en train de se faire en fait. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on est peut-être un peu en avance, tu vois, sur le gouvernement français. C'est même pas politique en fait, c'est même pas philosophique, c'est bâtiment vide, gens dans la rue, tu vois, on fait un match quoi, tu sais, comme sur Tinder ou quoi, enfin tu sais, c'est genre, ça semble logique en fait.
C'est très facile d'expliquer que s'il y a du chômage en France, s'il y a de l'insécurité, s'il y a du terrorisme, tout ça c'est parce qu'on a laissé entrer des étrangers. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, il y a des problèmes qui concernent la société française et que c'est toujours plus facile de mettre ça sur le dos des étrangers que de se demander en quoi est-ce que nous on est responsable de cette situation. Il n'y a pas d'opposition à faire entre des gens qui sont dans la merde ici et des gens qui sont dans la merde là-bas, quoi. Il y a plutôt une opposition à faire entre des gens qui concentrent un maximum de richesse et de pouvoir et une masse de gens qui subissent ces conséquences-là, quoi. On a proposé à tout le monde de s'asseoir autour du bâtiment pour qu'il puisse être protégé par un maximum de monde. L'action de la police, selon les sources qu'on a, serait prévue pour ce soir, pour demain matin. C'est pourquoi on invite tout le monde à s'asseoir autour du bâtiment, à faire un pique-nique géant. On a une grande cuisine, on va vous apporter à bouffer. Merci de vous asseoir. C'est parfaitement clair qu'on est dans une période où la police est utilisée pour réprimer le mouvement de solidarité. Et c'est très clair pourquoi. C'est que la solidarité, c'est subversif. La solidarité, contrairement à la charité, elle met sur un pied d'égalité celui qui aide et celui qui est aidé. Il y a quelque chose de très radical dans la solidarité qui en fait contient en germe un nouveau modèle de société. Il y a des gens qui sont très haut placés, qui sont des présidents, des premiers ministres des pays européens, qui laissent des gens mourir délibérément dans la Méditerranée, qui signent des accords avec des dictatures comme le Soudan ou avec des pays complètement délités comme la Libye. Ils savent très bien quelles sont les conséquences. C'est-à-dire que de leur faute, il y a des personnes qui vont être torturées, qui vont être violées, qui vont être battues, qui vont être assassinées. Ils sont là, ils expliquent que les droits de l'homme, c'est important. Ça, c'est intolérable. Qu'est-ce qu'on fait le jour où il y a une dissonance entre soi
et ce qu'on pense être des principes justes et les lois. Et qu'est-ce qu'on fait quand la collectivité fait des choses qui nous paraissent, pas qui nous dérangent. Ça dérange tout le monde de s'arrêter au feu rouge alors qu'on était lancé, etc. C'est pas ça la question. Mais qui sont contraires aux principes qu'on pensait partager ensemble. C'est ça le problème. I think that music definitely can sometime even more than being a politician speaking about things. You can have messages coming across through music, and an artist, not just music as well, like art in general, you can have an artist speak their mind, what they're trying to put across with the music and feelings. And what I do, I claim space with my statements, and I feel it's very important to kind of do something with that. It's not all about myself all the time, it's about everyone, and it's about solidarity. What I'm trying to do with my music is to push things forward on a higher level than me just prancing around on stage. I feel there's so many areas that needs to be addressed, and I think tonight is a very good marriage of that. Everything is a chain of events. It's not like suddenly loads of people want to come to Europe for some reason. It's like, it's not that we haven't made the world we're living in. So I think we definitely have to deal with this, and we have to deal with it together, because it's not gonna go away. I mean, not like refugees are not gonna just disappear because we want them to, or because we build a fort around us. I think we have to take care of this together, and not just Europe, world as a whole in that respect. We are so incredibly lucky in this part of the world.
يصروا على مغادرة بلادهم لأسباب سياسية أو دينية أو مناخية أو اقتصادية أو عنصرية. إنهم يعيشون في مدينة في ظروف غير مقبولة. لقد تم نفيهم. نحن الصحفيين المنظمون والفنانون والموجين والمسلمون وأحيان المتطوعين. نحن جمعية تغير من خلال الثورة الفنية. نستخدم قوة القاهرة والمهرجان والحفلة لمنحهم دعمنا. دعنا نبقى مستيقظين. Let's stay awake. I've been in front of the audience millions of times. I think it's safe to say that. If you take the average major city in Europe, I've been to the city maybe well over 200 times. Being there so many times, you become connected to the culture and connected to the people, even though you don't know them. You've seen their parents in a situation like that. You've seen their uncles and aunts in situations like that. And now you're looking at their children and maybe even grandchildren in some cases. We're heading towards that. So you know these people. When I'm in front of them on stage, it's kind of like playing for people that extended friends. It can be a very, very strong connection. The idea of being with other people and experiencing things for the first time is unique. We can come together, 10,000 people, and we can find the common link between all of us. Solidarity and the togetherness of people to become one, it's largely responsible for how electronic music arrived to what it is today. And that's mainly because of the rave era. And it wasn't just the fact that people were coming together in the mid-'80s, but just the whole idea that they can come together peacefully, focus on something which was music together. People really realized that from the very beginning, that this was being created by themselves. It wasn't just the DJ and the promoter, but they were creating this form themselves. The idea of sound being a carrier of ideas is something that obviously we've always seen as being important. It is the alternative voice for our species, music. It's something that you can always count on being there, because I think that we, deep down, really understand the value of having something like this. But we sometimes, in my opinion, detach ourselves too far away from reality. And sometimes as a DJ and knowing something happened earlier in the day in another part of the world, but I'm supposed to play this music and cheer people up, sometimes it can be a very awkward situation, you know. The general notion is that this music is only to be enjoyed, and if it's not connected to enjoyment, then it's not for us, or it's not something that's connected to our culture. It's not just party until we just drop dead, and then we go home and start all over again. As you get older, and you begin to see that it's all linked, it's all connected. That what's happening in the world is very much connected to how people are feeling when they sit down to make music, and then how that music is then played for people, and then how they respond to it, and then how they take that and go back into the world, and it becomes this cycle. There can be connections to what's happening in the world and what we're doing together as a social gathering. It's better for people to mix. It's better for people to exchange, to confront one another,
to exchange ideas and views. This is part of our evolution. It's just obvious that the more that you see, the more experience, the more that you know, the better we become as a society. It's never ever going to be the fact that we will have one race of people. We'll always be a mixed culture of humans. J'habite en face, je les voyais. Sous la pluie, partout, le vent, je les voyais tous les jours, j'avais le cœur qui saignait. Je jure, hein, je ne pouvais pas faire grand-chose pour eux. Mais si j'avais pu, j'aurais tout donné. Et pourquoi les policiers là comme ça? Parce que quand ils les évacuent, il y a beaucoup de police. Mais pourquoi ils n'auraient fait? Non, parce qu'ils ont peur qu'il y en ait d'autres qui arrivent et qui s'ajoutent et qui profitent de l'évacuation. Ah, mon Dieu, que c'est compliqué la vie. T'as vu? Oh là 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 là, c'est triste. Hein. Servez-vous. Non, c'est vrai, non. On en a récupéré au moins 3 ans. Mais ils sont partis, on les a nourris. Oui. C'est vrai. Bah oui, malheureusement. Ouais. Vous êtes au courant? On peut faire la fête et en même temps être très attentif à ce qui aura lieu demain matin sur les trottoirs de Paris, en même temps à apporter la thune nécessaire à cela. C'est ce qui compose et constitue ce qu'il faut qu'on invente ensemble, dire les jours et les nuits d'une vie commune, et en sachant qu'en étant migrant, en étant distributeur de petits-déj et en étant teufeur aussi, et que tout ceci fait la vie qu'on a inventée ensemble. Je vais être sincère, j'arrive pas dans le costume de l'artiste engagé. Après, ça m'empêche pas d'être sensible à beaucoup de sujets, surtout des sujets qui peuvent être sur le pas de ma porte. J'ai été très étonné de voir la moyenne d'âge de votre crew. On s'en branlait un peu quand on était jeune, hein, je t'avoue. Moi, j'ai commencé à prendre conscience que peut-être, sans être quelqu'un d'engagé à nouveau, mais que c'est vraiment la merde, mais il n'y a pas très longtemps, quoi. Je pense que si j'avais ouvert les yeux sur le monde plus jeune, j'aurais été moins radical qu'aujourd'hui, j'imagine. Je suis qu'un DJ, tu vois, je mets des disques. Faut pas sortir de la cuisse de Jupiter, quoi. Je pars du principe que je monte quand même sur une scène, même si elle est très basse. Je passe derrière des instruments, parce que c'est des instruments, on les platine, et je vais communiquer quelque chose aux gens. Et si t'as pas envie, c'est quelque chose, tu peux. En fait, moi, je me mets à nu à chaque fois, quoi. Tu peux pas mentir. Si la musique, épisodiquement, périodiquement, ça peut faire avancer le schmilblick, y a là, quoi. En tout cas, moi, j'en suis.